Salut à tous mes chers amis, c'est Céla sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast pour parler un petit peu de Love is Blind. Euh, je ne sais pas si vous avez regardé cette télé-réalité, mais pour les personnes vraiment n'y connaissent rien et qui n'ont jamais entendu parler de ce truc, c'est une télé-réalité qui a été lancée il y a quelques années quand même. Je pense que la franchise, elle doit avoir presque 10 ans, l'air de rien. Et elle existe partout dans le monde. Il y a une version arabe, il y a une version allemande, il y a une version américaine et british, c'est un peu les versions les plus connues. Et en fait, on a la version française qui est sortie il y a pas longtemps, il y a vraiment pas longtemps. Et juste pour une petite anecdote, j'ai ma meilleure amie qui m'a dit non mais laisse tomber, c'est trop tard, le buzz il est tombé. Et en fait, ça m'a un peu découragé. J'étais en mode non, bon ben, je vais pas le faire. Et en même temps, je me suis dit, je peux toujours enregistrer le contenu pour mes gens et vous le regarderez quand vous le regarderez. D'autant plus que je repense aux astro-commentaires qui sont plus disponibles sur la chaîne parce que le contenu il est monétisé sur mythologieastralpremium.podia.com. Donc si vous voyez qu'il y a des épisodes qui manquent, vous allez là-bas et vous allez les trouver. Sinon, juste tout simplement, vous rejoignez la chaîne en choisissant un badge et vous aurez accès à toute la bibliothèque de tous les épisodes de Mythologie Astrale qui ont été publiés sur YouTube. Et pour ça, il faut rejoindre donc soit le tiers du badge de bronze, du badge d'argent, du badge d'or ou du badge de diamant. Qu'est-ce que je voulais vous dire, mes chers amis? Donc, pardonnez-moi en avance si j'écorche un peu les prénoms des gens, puisque je vous avoue que je suis pas très télé-réalité, donc il a vraiment fallu me convaincre pour regarder ça. Et en fait, même si j'ai regardé, bon, j'ai regardé d'un œil, quoi, parce que c'est pas non plus ma tasse de thé, mais cette saison en particulier, elle a été particulièrement intéressante, puisque le casting était vraiment au top, je trouve. Et les profils étaient intéressants et surtout le matchmaking était intéressant. Donc vous vous doutez bien qu'en tant qu'astrologue, je me posais plein de questions sur les signes en fait des participants. Et j'ai potassé une petite liste en tout cas des highlights pour moi de Love is Blind. Évidemment, c'est Netflix, donc en fait les gens se ruent sur les épisodes et en 2 semaines tout le monde a fini de regarder. Enfin tout le monde, je sais pas parce que je repense à la conversation que j'ai eue avec ma pote et je me dis, mais on n'est tellement pas représentatif. euh, on n'est tellement pas représentatif du téléspectateur moyen de Netflix français ou canadien ou peu importe. Enfin, nous, on regarde tout de suite parce qu'on est français et elle en particulier parce qu'elle adore la franchise, elle adore un peu les trucs de nature humaine, etc. Mais en vrai de vrai, je pense que tout le monde n'a pas regardé. Donc, d'avance, je m'excuse si jamais il y a des spoils ou quoi. Je vais parler du coup de ce que je pense des signes astrologiques des participants de Love is Blind. Du coup, je commence par Julie et Charles. Julie et Charles, c'est vraiment pour moi une belle représentation du trauma bonding, hein. Les deux ont traversé les enfers et ils ont quand même réussi à peu près à se reconstruire. Donc, Julie, elle a eu des relations toxiques. Enfin, ça me fait trop bizarre de parler comme ça, c'est quand même la vie des gens, hein. Julie, elle a eu des relations toxiques avec de la violence. Charles, il a été abandonné par ses parents. Je dis pas forcément que je me retrouve dans les deux profils, mais en tout cas, le trauma bonding, c'est quand même un mécanisme assez particulier pour les personnes qui connaissent pas, et puis c'est un anglicisme, c'est les personnes tout simplement qui se connectent à travers leur trauma, quoi. Donc je vous donne un exemple, deux personnes qui ont été broyées par les attentes de leurs parents. Généralement, on retrouve beaucoup ça dans le droit, dans la médecine, voilà, dans les catégories un peu de boulot, on va dire classique, traditionnel, conventionnel, hein, qui font beau sur le papier. Il y a beaucoup de gens en fait qui voulaient pas forcément faire ça et qui ont juste été en bras de fer avec leurs parents et qui ont perdu. C'est normal, c'était des enfants contre des adultes. Enfin bref, je vais rentrer dans les détails. Mais Julie et Charles, c'est un peu ça, dans des milieux, j'ai envie de dire, et j'ai l'impression, et des classes sociales qui sont différentes. Et en fait, c'est vrai que dès le début, on a une connexion qui est là, mais on a un petit blocage de la part de Julie, puisque Charles, c'est pas forcément son genre, quoi. Et je suis vraiment désolé si jamais j'écorche les noms ou que je me trompe dans les prénoms. Je vous avoue qu'il y avait 250 000 candidats. J'ai regardé le truc dans un laps de temps hyper court, donc je me souviens pas de tout le monde, quoi. Et donc c'est vrai que dès le début, la connexion, elle est là, et il y a quand même ce truc, cette espèce de blocage, où d'un côté, Charles, c'est pas forcément son type de gars physiquement, et de l'autre, bah, elle a été trahie. Quand on est dans une relation qui est toxique, on a un peu été trahi aussi par son partenaire,
Et en bonne scorpionne, puisque pour le coup, on sait que c'est une scorpion, elle a du mal en fait à faire confiance, quoi. Et ce que je trouve vraiment beau, et pour moi, c'est l'un des plus beaux couples, c'est marrant que je commence par eux, parce que généralement, on garde le meilleur pour la fin. C'est l'un des plus beaux couples de toute la saison, parce que ils ont transcendé quand même une partie de leur peur et de leurs appréhensions. Beaucoup plus du côté de Julie, je trouve, que du côté de Charles, parce que lui, ça se voyait quand même à sa tronche qu'il avait l'impression d'avoir gagné le jackpot, quoi. Mais du côté de Julie, on sent quand même que la meuf, elle a traversé plein de trucs et que c'était pas évident pour elle de faire confiance ou de se remettre dans une posture où elle pouvait envisager voilà, le couple avec quelqu'un, l'amour avec quelqu'un. Et franchement, pour le vivre actuellement, je sais que quand on ferme un robinet très très fort pendant longtemps et qu'ensuite on le réouvre, en fait, le déluge d'émotions, l'explosion d'émotions peut être assez impressionnante. Du coup, moi, j'allais dire, je m'excuse, mais vous étiez peut-être pas sur mes stories, sur mon compte perso, donc vous n'avez pas forcément vu, mais c'est vrai que j'ai tiré à balles réelles et tout sur la go, parce que je me disais, mais meuf, t'as en face de toi un mec qui t'aime, genre, c'est quoi ton problème? Et en fait, bah, je le vis quand on ferme le robinet depuis longtemps et qu'on tombe sur une personne, on se dit, ah, ça vaut peut-être la peine qu'on réouvre le robinet, ça nous éclabousse à la figure et on n'a pas forcément le contrôle sur toutes ces émotions, et surtout, il y a beaucoup de choses qui sont pas forcément en lien avec la personne qui remontent à la surface, quoi. En tout cas, ce que je kiffe, c'est qu'ils sont vraiment arrivés à leur mariage avec des doutes qui sont extrêmement lucides, extrêmement clairs. C'était pas du tout des choses en mode il est trop petit, je suis trop grande, est-ce que je pourrais porter des talons, mais vraiment des vraies questions existentielles. Et en ça, on est obligé de reconnaître un peu les signes fixes, puisque Charles, si je ne m'abuse, c'est un lion. En tout cas, moi, je lui attribue la carte du lion. Et elle, c'est une scorpionne. Donc, forcément, le choc entre les deux, il est hyper intense. Mais le lien et l'union entre les deux, je l'espère en tout cas pour eux, sera tout aussi intense. Ensuite, on a Chloé et Alexandre. Putain, ça y est, j'ai un gros trou de mémoire, je sais même pas à qui ils ressemblent. Euh, 2 secondes. C'est horrible, hein, mais je suis obligé de googler les gens parce que, frère, moi je suis pas fort en prénom, je suis plus fort en signe. Et en plus, j'édite pas mes vidéos, donc vous vivez le moment en live avec moi. Je sais même pas à quoi il ressemble. Ah, oh my god. Ok, Chloé Alexandre. Ok. Chloé Alexandre, c'est, je pense, mon troisième couple préféré. Quoique, je sais pas en fait si c'est un de mes couples préférés en vrai, to be honest. Parce que on sent dès le début que Chloé, elle est beaucoup plus attirée, beaucoup plus attachée à lui que le gars en fait. Et en ça, c'est vrai que Chloé, je lui ai plus donné déjà un signe mutable, ça c'est sûr. On ne connaît pas sa date de naissance, il me semble que c'est pas des informations qui ont été révélées. Donc en vrai, on ne connaît pas son signe. Mais moi, je lui ai vachement attribué le poisson ou le gémeau. Dans une certaine mesure, peut-être que la Vierge, elle aurait pu s'infiltrer, mais il y avait trop d'émotions et il se comprenait trop sur le plan émotionnel pour que la meuf soit vierge. Par contre, pourquoi un signe mutable? Parce qu'elle s'adapte trop. Hein. Elle s'est vraiment complètement transformée en ce que le gars il voulait, au point que le mec, ça l'a complètement rendu confus sur pas forcément les sentiments qu'il avait vis-à-vis d'elle, mais le degré auquel il était prêt à s'engager là dans le moment, quoi. Parce que pour les personnes qui regardent pas la télé-réalité, concrètement, hein, ils prennent toute la culture conservatrice autour de l'amour et du mariage. Il faut parler français. Si la licence elle existe au Qatar et en Arabie Saoudite, c'est que c'est pas non plus le truc le plus sexy et dévergondé de la terre. Hein. C'est hyper conservateur. On rencontre des personnes, on discute avec elles sans les voir, on décide de les fiancer sans les voir. Ensuite, on les voit et on va ensuite vers le mariage. Et bon, vous me direz peut-être qu'il y a des gens qui consomment entre-temps, mais techniquement, même s'ils consomment, ils sont déjà fiancés en fait avant de faire des bails, quoi. Donc franchement, je trouve ça très conservateur. Et je souris parce que je trouve ça mignon, pas forcément parce que je dis que tout le monde devrait faire ça, mais je trouve ça mignon dans un contexte hyper moderne où justement on nous pousse à consommer, consommer. Enfin, il y a littéralement des gens qui préfèrent coucher ensemble sans se connaître pour être sûr que dans un futur hypothétique, ils seront compatibles parce qu'ils ont bien couché ensemble, quoi. Donc c'est littéralement le monde dans lequel on vit. Donc je trouve que la télé-réalité, elle renverse un petit peu les règles par rapport à ça. Et en fait, c'est surprenant et rafraîchissant de la part d'une télé-réalité. La fracture entre Chloé et Alexandre, c'est que ils vont pas exactement dans la même direction. Euh, on sent en fait que Chloé, elle a traversé des choses et elle sait à peu près ce qu'elle veut, tandis qu'Alexandre, il est toujours en train de s'accomplir parce qu'il a fait beaucoup de concessions.
dans sa relation précédente. Et pour moi, c'est vraiment l'un des couples où l'hésitation, elle a été la plus forte au niveau du mariage. Enfin, au point que le mec, il bégayait, il n'arrivait même pas à sortir les mots de sa bouche, tellement c'était difficile pour lui, à ce moment-là, en tout cas, je pense, hein, de s'engager. J'étais pas là sur place, mais j'imagine. Ensuite, on a Cynthia et Anthony. Alors, encore une fois, excusez-moi si je me trompe de blase, mais il me semble qu'elle s'appelle Cynthia et qu'il s'appelle Anthony. Voilà, je suis désolé si je me suis gouré, mais ce couple, il est trop drôle. Déjà, j'étais trop en colère contre la prod parce que je me suis dit, putain, encore le trope de la meuf Renoir qui a des critères de merde. Euh, voilà, la meuf, elle va se marier, mais sa préoccupation, c'est de savoir si le mec, il sera trop grand ou trop petit, quoi. Après, c'est vrai que c'est une grande nana, mais franchement, des fois, j'ai l'impression qu'on vit pas dans le même monde. Genre, pour avoir plein de potes mecs et en même temps plein de potes nanas et d'être un petit peu au milieu, parce que du coup, je trouve que j'ai quand même un bon équilibre entre mes énergies féminines et mes énergies masculines, plus que la moyenne des gars en tout cas. J'entends beaucoup de choses et j'entends beaucoup de témoignages et je vois beaucoup de choses et en fait je connais tellement de mecs qui s'en foutent en fait de la taille et d'avoir une meuf qui est plus grande qu'eux, au contraire. Voilà, il y a une raison pour laquelle les mannequins sont considérés comme une beauté standard, hein. On n'est pas en train de lancer des mannequins qui sont petits pour des mecs qui sont petits et des mannequins qui sont grands pour des mecs qui sont grands. Tous les mecs veulent un mannequin, hein, donc voilà, il y a plein de gens qui vont mentir en mode non, c'est pas vrai, ma meuf c'est la plus belle du monde et encore heureux que ta meuf soit la plus belle du monde. Euh, et c'est ça l'amour, mais voilà, dans le monde réel, quand on parle de taille mannequin, il y a un standard et en fait tous les mecs sont sensibles, en tout cas peut-être pas attirés, à une nana qui est grande en fait. Il n'y a pas ce truc de ah, elle est grande, du coup ça pose problème. Par contre, voilà, il y a certains mecs qui sont pas forcément très sécures par rapport à ça, et on rajoute à ça des problèmes d'incompatibilité pour moi, puisque moi je l'ai trouvé un peu trop centré sur elle-même, et je vais même pas rentrer dans les polémiques de ah, c'est une sorcière, elle a sacrifié ses parents, etc. Parce que j'ai trouvé ça vraiment putassier, et voilà, et c'est encore des espèces de tropes d'histoires Ratchet de noir, hein, je suis désolé, hein, ah, c'est une sorcière, elle a sacrifié ses parents et tout, on n'entend pas ça dans les autres téléréalités en fait, ou dans les autres cultures, c'est toujours les noirs, enfin bref. Euh, pour revenir sur le couple en tout cas, ils sont pas allés jusqu'au mariage parce qu'il y a eu une embrouille de ouf, et que, voilà, attendez, je crois que je confonds. Je crois que je confonds. Cynthia, attendez 2 secondes. Il s'appelle Anthony ou Jonathan? Je pense qu'il s'appelle Jonathan. Bon, c'est pas grave. En tout cas, vous voyez de qui je parle, la meuf qu'on a traitée de sorcière. Et en fait, ils se sont brouillés de ouf, et je pense que c'est justifié des deux côtés. D'une part, le mec, il était pas hyper sécure, et d'autre part, la nana, justement, elle, je l'ai trouvée trop sécure. Elle était trop dans le rôle, en fait. Elle était trop en mode, ah, je suis en train de faire une télé-réalité worldwide, Love is Blind, etc. Et je pense qu'elle était pas assez concentrée sur le gars, en fait. Et quand le gars il disait des trucs du style mais tu m'as pas posé des questions, tu m'as pas demandé comment j'allais, tu m'as pas. C'est un truc qui m'a pas trop choqué en tout cas par rapport au profil de la nana et surtout par rapport à son énergie. On sentait qu'elle était on game, ce qui est pas du tout criminel parce que c'est un jeu en fait, c'est une télé-réalité, c'est pas la réalité. Justement, si c'est un jeu, faut jouer le jeu. C'est un jeu, mais c'est un jeu d'amour. Donc à un moment donné, on est censé mettre des émotions dedans quoi. Sinon, c'est trop facile. Tout le monde est en mode stratégie et en fait, c'est Big Brother quoi. C'est pas Love is Blind. Ensuite, on a Kim et Vincent. C'est un couple qui était OK. Voilà, je l'ai trouvé OK. Je trouve justement que s'il y a une candidate qui a vraiment joué le jeu, pour le coup, c'est Kim, du début jusqu'à la toute fin, puisque jusqu'à la fin, je pensais pas qu'elle allait dire non. Et en fait, quand on regarde la télé-réalité depuis le début, on voit bien qu'il y avait des gros conflits de valeurs, d'éducation dans le couple, quoi. Elle, on sent qu'elle a un peu new money. Elle a des standards, des exigences, le statut c'est très important, l'étiquette, tout ça. Et lui, il est un peu en mode je m'en fous quoi. Donc d'un point de vue astrologique et d'un point de vue développement personnel et nature humaine, c'est trop beau parce que du coup on se dit oh là là, la pain-bêche un peu bourgeoise parisienne va enfin arrêter de se prendre pour la princesse du monde,
en partant à l'aventure avec Tarzan. Il va la reconnecter avec la nature et avec sa nature profonde, etc. Donc je pense que c'était un peu ce que les producteurs ils essayaient de vendre. Et franchement, j'ai kiffé parce que l'air de rien, je me reconnais un peu dans la meuf. Peut-être pas mon moi d'aujourd'hui, mais en tout cas mon moi d'avant. Je suis en train d'écrire d'ailleurs un bouquin sur la nuit noire de l'âme, puisque vous êtes en train de me gas up à chaque fois que je poste des textes et tout sur l'onglet communauté de la page mythologie astrale. Ah, mais t'écris trop bien, faut que t'écrives un bouquin. Donc je me suis motivé, je suis en train d'écrire un bouquin sur la nuit noire de l'âme. Et j'en parle de ça, de la mort en fait, de son soi qu'on a un peu brandé comme si on était une marque, quoi. Et donc mon ancien moi, je me reconnais totalement dans Kim, hein. Première génération d'enfants d'immigrés, j'ai fait des études de ouf. Clairement, c'était pas pour aller me poser avec un tocard ou une tocarde, quoi. Que Dieu me pardonne, hein, mais voilà. C'était mon ancien moi. Euh, La honte. Mais voilà, et donc en fait, du coup, ils ont un peu vendu ça. Et clairement, moi, Kim, je la voyais vraiment dans un signe de terre. Donc Capricorne, en plus, ça me rappelle beaucoup une pote à moi qui a du Capricorne, enfin plusieurs potes à moi d'ailleurs qui ont du Capricorne, cette espèce d'exigence, ce sérieux. Voilà, c'est une meuf qui a du standard, elle tient son rang, elle sait se tenir, elle sait comment. Voilà. Donc les caps, ils sont pas là pour être là, ils sont là pour gagner, ils sont là pour accumuler, ils sont là pour structurer, comprendre, avancer, progresser. Il y a un côté efficace en fait dans la relation et en même temps, le mec, bah, ça peut pas toujours marcher. On peut pas toujours traiter une relation comme un projet entrepreneurial. Et donc forcément, au bout d'un moment, il y a eu un choc. Et ce qui est hyper beau en fait dans cette relation, je trouve, c'est que en fait Tarzan, il est tombé amoureux de Princesse Daisy, quoi. Princesse Daisy, elle était censée redevenir Jane avec Tarzan. En fait, c'est plutôt Tarzan qui était content de redevenir le prince aux côtés de Princesse Daisy, quoi. Et donc j'ai trouvé ça super stylé. Je pense que Vincent, il avait son soleil en taureau. Donc faudrait vérifier. Mais il me donne beaucoup Soleil en taureau et Kim, clairement, ouais, Sagittaire, Capricorne ou Vierge ascendant Scorpion, quoi. Vraiment, la meuf, elle est précise. Il n'y a rien à dire. Tatiana et Yannick, je sais même pas par où commencer parce que c'est vraiment. Je sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que sur le papier, ça fonctionne, mais en fait, dans les faits, c'était une toute autre histoire. Yannick, il est posé, gentil, doux, peut-être un peu trop carré, justement. Je sais pas c'est quoi son signe, mais je lui donne de la balance et en même temps une certaine dureté. Peut-être du Capricorne ou du Taureau en ascendant, mais en tout cas, je lui donne de la balance, puisqu'il a ce truc un peu anti-conflit, anti-embrouille, quoi. On sent en fait que quand on va vers la contradiction avec lui, le conflit, la résistance, il désamorce en fait. Et bon, je vous cache pas que c'est quand même une qualité que je trouve extrêmement sexy sur un homme comme chez une femme, le fait de pouvoir désamorcer comme ça la colère, la frustration, l'intransigeance, le, comment on dit, l'impatience, voilà, les gens qui sont capables de désamorcer ça, j'ai beaucoup de respect pour eux. Et c'est vrai que Tatiana, elle me donne des vibes de lion, mais pas forcément le signe du lion avec une énergie positive en fait du lion. Plutôt une lionne qui a trop appris peut-être à faire plaisir aux autres et qui, on lui a beaucoup pris. Et en fait, du coup, elle est un peu souvent sur la défensive et j'ai trouvé ça dommage. Et en fait, quand on a eu la séquence dans la télé-réalité avec sa mère, un peu mère dragon à l'africaine qui insulte le gars, bon, on n'a pas eu tous les clichés, comment dirais-je, on n'a pas eu tous les éléments pour comprendre pourquoi elle réagissait comme ça. Voilà, mais clairement, on a une attaque frontale de la belle-mère sur le futur beau-fils. Et franchement, moi, ça m'a mis mal à l'aise. J'ai eu trop honte. J'ai eu trop honte. Trop honte. Et je me suis dit, si c'était la même scène et que la nana, elle avait genre 20 ans et que la mère, elle était dans le début de sa quarantaine et que le mec, il avait la vingtaine aussi, bon, ce serait un peu cringe, mais je comprendrais. Mais là, je sais pas quel âge elle a, la mère, mais la fille, elle a presque 40 ans. Donc la mère, voilà. Et le gars, c'est pas un enfant, quoi. Et vraiment, on lui parlait comme si c'était un enfant. Et j'ai trouvé ça vraiment gênant. Et encore une fois, c'est pas des trucs qu'on a vus dans d'autres communautés, dans d'autres cultures, quoi. Donc il y a vraiment ce truc un peu gênant. Yannick, ouais, je pense que c'est de la balance, je pense qu'il y a de l'eau aussi, même s'il y a une certaine dureté. Alors, est-ce que c'est un signe fixe d'eau type scorpion? Est-ce que c'est un poisson? Et Tatiana, du Capricorne et du Lion. Voilà, du Capricorne, du Lion, ce truc de la peur d'être trahi, ce désir profond de loyauté, c'est vraiment caractéristique, je trouve, des lions. Euh, et de l'archétype du roi. Euh, Ensuite, on a Vanmi et... putain, j'espère qu'elle s'appelle Sabrina, je suis pas sûr, mais je pense qu'elle s'appelle Sabrina.
Et en fait, eux, c'est vraiment le couple paisible, je trouve, qui redonne foi en l'amour parce qu'ils prennent leur temps, en fait. Et ok, Sabrina, elle a un peu des insécurités, elle est un peu intense, donc she's giving Scorpio, mais peut-être qu'elle a d'autres placements, peut-être qu'elle est balance, peut-être qu'elle est vierge, mais en tout cas dans cette zone-là du thème. Et en même temps, on voit à quel point la famille c'est important pour elle, donc je ne serais pas surpris en fait que ce soit une cancer, mais très disciplinée, quoi. Une cancer qui a tellement pris cher que en fait elle maîtrise grave ses émotions. Parce qu'en fait, même quand elle a provoqué le gars et qu'elle lui a tapé l'affiche devant tout le monde, elle a fait exprès et elle était parfaitement dans le contrôle quand elle a fait ça. Euh, voilà, c'était pas du tout. Elle a vendu comme une perte de contrôle, mais elle était parfaitement dans le contrôle quand elle a fait ça, vrai, reconnaisse vrai. Donc je serais pas choqué qu'elle soit un signe d'eau, mais hyper bien maîtrisée, hyper bien entraînée, quoi. Je pense qu'elle s'est pas sentie assez appréciée, validée. Et en fait, moi, je suis pas une femme, donc c'est vrai que c'est quand même un truc que je dirais pas que je méprise, c'est un peu fort, mais ce truc où les femmes, elles ont besoin de validation. Bon, vous me direz, les mecs aussi, hein, c'est pas complètement un truc de nana, mais je trouve que c'est plus fort quand même chez les nanas. Et puis les mecs, c'est des formes de validation qui sont différentes. Je trouve que les mecs, c'est plus une reconnaissance des autres gars en mode respect ou une reconnaissance de la société par rapport à la classe sociale, par rapport à la situation financière, que les nanas où elles veulent vraiment la validation spécifique de ce mec spécifique qu'elles kiffent, quoi. Euh, Quoi d'autre? Mais vraiment, c'est un de mes couples préférés. Voilà, c'était le plus traditionnel, je trouve, en couple. Ils n'ont pas eu des moments chelous à parler de leurs ébats, de ce qu'ils ont fait la veille au soir. Ils se sont pas affichés, ils n'ont pas affiché leurs parents. Oh là là, le père de Sabrina, il me fait pleurer. C'est marrant parce que c'est une télé-réalité, donc le but, c'est pas forcément de pleurer, mais j'ai quand même quelques moments où j'ai pleuré. Et c'était. En fait, les moments où j'ai pleuré, c'était vachement pendant les séquences avec les parents et les grands-parents. C'est vraiment là qu'on se rend compte que ces histoires d'amour et d'engagement, c'est vraiment. C'est pas juste les enfants et l'éducation des enfants. En fait, it really takes a village. Et en fait, un mariage, c'est pas juste entre deux personnes, c'est entre deux familles, c'est entre euh, deux groupes de gens qui viennent parfois de cultures différentes, qui viennent parfois de classes sociales différentes. Et en fait, de les voir rassemblés comme ça autour de leurs enfants et d'espérer le meilleur pour eux, genre, c'est un truc qui m'a vraiment ému. Surtout le père de Sabrina, humble, digne, vraiment, voilà. Et sa mère aussi, qui malheureusement est atteinte d'Alzheimer, et le fait qu'elle prenne autant soin d'elle et tout, à son âge, avec son degré de... Enfin voilà, j'imagine qu'elle a d'autres chats à fouetter et qu'elle a un boulot, etc. Donc c'est vraiment un truc qui m'a... Ouais, c'est vraiment un truc qui m'a touché dans la télé-réalité. Voilà, donc Tatiana Yannick, Vanmi, et puis Vanni, il est trop sexe, faut pas. Vanni. Vami, pardon, Vanmi, super musclé, super healthy, ostéo, c'est tout ce qu'on kiffe. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, mes chers amis? Je crois qu'on a fait le tour un peu des couples. Moi, j'ai relancé des. Ah, attendez, Julie et Charles. Non, on l'a fait. Chloé et Alexandre, on l'a fait aussi. Kim et Mathieu, on l'a fait. Tatiana et Yannick, Vanmi et Sabrina, on l'a fait. Et ensuite, je voulais vous parler de la boussole divine et des nœuds. Donc, rien à voir avec le couple et la télé-réalité, ce sera pour un autre épisode. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai relancé les prestations de synastrie sur mythologieastrale.com. Vous pouvez les réserver et donc vous précisez dans le formulaire si vous les voulez en enregistrement ou si vous voulez faire une séance directement avec moi. Je vous avoue que moi, je préfère quand même faire des séances avec vous parce que c'est plus sympa, c'est plus vivant. Mais si vous voulez écouter le truc dans votre coin et lire votre présentation PowerPoint complète sur la comparaison, l'étude comparative, pardon, de thèmes astro, bah, n'hésitez pas. Voilà, une synastrie, c'est la superposition de deux thèmes. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'étudie les harmonies et les disharmonies, que ce soit une relation amicale, romantique ou professionnelle. Voilà, et donc il y a deux types de synastrie chez Mythologie Astrale. On a l'harmonia, qui est vraiment la synastrie de base, et on a l'orphée, qui est la synastrie karmique, où là, c'est peut-être une relation qui n'existe plus, une personne décédée, un parent avec qui vous avez coupé les ponts, mais l'idée c'est vraiment d'aller enquêter sur les liens karmiques que vous pourriez partager avec la personne. Si tout ça, ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à vous abonner. Franchement, je suis hyper fier que vous kiffez ce format vidéo et tout. Je pensais pas, enfin, je vous ai dit, hein, je tournais autour du pot, j'ai tourné autour du pot pendant 3 ans, hein. Non, il me faut une caméra, non, il me faut un prompteur, non, il me faut un script. Au final, il me faut juste un micro
et une caméra de quoi filmer, ça suffit largement pour pouvoir partager ce bon moment avec vous. Donc je vous embrasse, c'était Céla sur Mythologie Astrale et on se retrouve très vite au prochain épisode.